En voyant revenir ces deux conseillers avec une mine aussi grave, le roi devina que cette nuit n'avait pas fini de lui réserver des surprises et que celle-ci en serait une mauvaise. Quelle nuit, pensa-t-il. Que pouvait-il encore arriver avant que le soleil ne se lève à nouveau? Qu'y a-t-il donc? Demanda-t-il lorsqu'il se retrouva seul avec les deux hommes. Ce fut Mongo qui eut la force de répondre. Wazaba est mort, Majesté. Je pense que nous devons nous réunir et informer tous les conseillers, suggéra Gao. Quelques instants plus tard, la grande salle du palais était à nouveau calme. Il y avait non seulement le roi, la reine et les conseillers, mais aussi la princesse Ilikia. Cela semblait maintenant naturel qu'elle puisse assister au conseil, étant donné le courage et la dévotion dont elle avait fait preuve plus tôt à l'annonce de la seule issue pour la survie du royaume. Le silence se fit et le premier conseiller prit la parole. Majesté, chers amis, il n'est nullement nécessaire, je pense, de vous rappeler combien mouvementée est cette nuit que nous vivons. Je vais donc aller droit au sujet. Nous revenons à l'instant, Mongo et moi-même, de chez le vieux Wazaba, afin de lui demander comment il expliquait ce qui se passait compte tenu de ce qu'il nous avait prédit. Autant que moi, j'en suis sûr, vous avez été intrigué par le fait que notre devin se trompe à ce point. Il marqua une légère pause, puis se tourna vers les conseillers qui ignoraient encore l'information. J'ai le regret de vous annoncer le décès de notre guérisseur et ami, Wazaba. Un murmure de surprise s'éleva et s'estompa presque immédiatement. Tous le regardaient, avec la même interrogation dans le regard. D'après ce que nous avons pu constater, il a été victime d'une piqûre d'insecte dans le cou. Un insecte qui l'a piqué 2 fois, à en croire les blessures qu'il porte. Mais comment a-t-il pu se laisser surprendre ainsi? Dormait-il donc? Demanda la reine. Sa tenue vestimentaire porte à croire que non, même s'il était à moitié couché sur son lit. Non, je crois qu'il s'est débattu lorsqu'elle était piquée, car il y avait du désordre dans la pièce, quelques peaux renversées, d'autres brisées. Puis il s'est certainement senti mal et s'est allongé, et c'est là que nous l'avons découvert, mais tout ceci est étrange. Quel insecte aurait pu l'agresser ainsi, à une heure pareille? Et surtout maintenant, car la pluie n'a tout de même pas ramené la faune aussi vite. Et d'ailleurs, en y réfléchissant, je ne vois pour ma part pas du tout quel genre d'insecte aurait causé une blessure et un effet pareil. D'autant qu'il ne devait pas se trouver bien loin, puisque le drame venait de se produire, continua Mongo. Pourtant, nous avons cherché partout, et nous n'avons pas été capables de trouver quoi que ce soit. Un silence chargé d'interrogation et d'émotion s'installa momentanément. Le roi regarda son premier conseiller. Il le connaissait assez pour savoir qu'il n'avait pas tout dit et que quelque chose le tracassait. Y a-t-il encore autre chose d'étrange? Demanda-t-il. Le premier conseiller regarda un instant Mongo avant de répondre. En mourant, Wazaba a dit quelque chose à propos du trésor du royaume, un trésor qu'il fallait préserver. Pourquoi aurait-il dit une chose pareille s'il ne pensait pas que quelque chose nous menace? Pour moi, ça n'a pas de sens, dit Mongo. Mais Gao est persuadé qu'il a voulu nous faire comprendre quelque chose. Il n'a peut-être pas tort, déclara un des conseillers adjoints. Que veux-tu dire? Eh bien, Majesté, chers amis, rappelez-vous ce que les anciens disaient. N'attache pas le singe trop près de ta demeure, sinon tôt ou tard, il y entrera. Ce que je veux dire, c'est qu'en accueillant ce visiteur arrivé pendant la nuit, nous nous exposons peut-être
à de sérieux désagréments. Un silence pesant emplit la salle. Ce qui venait d'être dit était très grave, tous le savaient. Et, une fois de plus, le roi constatait l'effet néfaste qu'avait la rumeur sur l'image du prince étranger. Il se leva. Nous sommes tous très choqués par la mort de Wazaba, mais ce n'est pas une raison pour commencer à insinuer n'importe quoi, et qui plus est sur un hôte que j'ai pris la responsabilité d'accueillir. Ce n'était là qu'un avis, Majesté, intervint Gao, et un avis ne vaut que ce qu'il vaut. Toutefois, je pense que ce n'est pas loin de la vérité. Il faudra bien trouver un sens aux paroles de notre défunt guérisseur, et il est possible que ce soit notre hôte qui soit concerné. Gao parlait doucement mais fermement. Il détachait maintenant chacune de ses syllabes, comme il avait coutume de le faire lorsqu'il voulait signifier au roi que ses propos étaient proférés avec conviction. Kana est dangereux, Majesté. Il est très malin et ce serait une erreur de le recevoir. Je pense que cela en fut déjà une de le laisser s'introduire dans nos murs. Veux-tu donc dire, Gao, que nous aurions dû le laisser dehors alors qu'il nous demandait asile et que rien de significatif ne nous l'interdit ? Lui demanda le roi. Je regrette, mais nous avons des lois sacrées sur l'hospitalité. Nous nous devons de les respecter. Le roi savait bien que ses conseillers avaient raison de se méfier. Mais l'hospitalité, l'accueil et l'hébergement d'un étranger ne se refusaient pas. Mis à part les croyances qui voulaient que cela porte malheur, on n'était jamais tranquille, avec sa conscience ensuite. Et puis, Bidier était un roi généreux. Il se faisait un devoir de rendre service. Quant à cet homme, si jamais il était vraiment dangereux, au moins en était-il averti, se disait-il. De son côté, Gao savait bien que sa tentative serait vaine, mais il était de son devoir de rappeler au roi tout danger potentiel qui pouvait planer sur le royaume. Il ne fut d'ailleurs pas le seul à vouloir ainsi infléchir la décision du roi. Plusieurs autres conseillers exprimèrent ainsi leurs craintes, sans autre résultat que l'entêtement de leur souverain à vouloir défendre la sacro-sainte hospitalité. Je pense et j'espère que nous n'aurons plus à revenir là-dessus, dit-il en conclusion. S'il y a par contre quelque chose qui vaille la peine d'être souligné, c'est que cette pluie tombe à point nommé. Un jour de plus, et nous n'aurions plus d'héritière au trône. Il se tourna vers la princesse. Ma fille, tu as fait aujourd'hui preuve de beaucoup de courage et de dignité. Ton courage a prouvé que tu as les capacités de prendre ma succession et de régner sur ce peuple pour lequel tu es prête à donner ta vie. Tu es largement digne de ce rôle. Il avait terminé cette phrase en tendant les bras vers sa fille. Celle-ci s'approcha et il la serra contre lui dans une étreinte lourde d'amour paternel. Puis, la relâchant, il continua. Aussi, je n'ai plus à m'en faire, car je sais maintenant que le jour où je ne serai plus là, notre peuple sera dirigé par une souveraine qu'il aime. Et nous ne pouvons qu'en être fiers, renchérit Gao avec un grand sourire. Puissent Dieu et les esprits te bénir, princesse, et te guider comme il guide si bien notre roi ton père. Puisse Dieu bénir notre royaume et le guider vers des jours meilleurs, lui répondit Elikia. La pluie avait très nettement diminué. La plupart des gens étaient rentrés chez eux, ou dans les abris qui leur avaient été octroyés suite à la situation causée par la sécheresse. Tout le village était maintenant au courant de la mort du vieux guérisseur. Comme toujours, les imaginations étaient fertiles. C'est un esprit qui est venu le châtier, entendait-on. Oui, renchérissait-on plus loin, un esprit s'est transformé en une grosse abeille, parce qu'il n'a pas su interpréter le message des astres et qu'il a failli causer la mort de la princesse. Les abeilles ne se déplacent pas la nuit. Les esprits n'ont pas peur de la nuit, et c'était un esprit envoyé par Dieu. Oh là là, et tu y étais? Tu l'as vu? Hein? De toute façon, c'était un charlatan. Vous vous rendez compte du malheur inutile qu'il a failli nous causer?
Wazaba était maintenant traité de charlatan. Comme la nature humaine est ingrate. En quelques heures à peine, on avait déjà oublié tous les services rendus par cet homme qui s'était, toute sa vie durant, employé à user de ses connaissances occultes dans son esprit de bonté. Oublié ses recettes miracles de guérison. Oublié ses annonces de projets d'invasion par des rois voisins. Oublié toutes ces prédictions qui s'étaient pourtant toujours avérées exactes. Tout cela n'était plus que du vent emporté par la pluie et l'arrivée de Cana. Cana à qui l'on attribuait maintenant l'arrivée de la pluie. Beaucoup avaient évidemment noté que les premières gouttes de pluie avaient coïncidé avec son entrée dans le village et que son intensité avait semblé liée à sa progression dans l'Ouémo. Au lever du jour, la pluie avait cessé. Des badauds s'étaient massés autour de la demeure du défunt devin. Mais ils n'osaient pas trop franchir la dizaine de pas qui les en séparaient. On ne s'approche pas impunément du refuge d'un sorcier, disait la croyance. À plus forte raison, si celui-ci était décédé de mort mystérieuse. Et quand bien même ils auraient voulu s'en approcher, que des gardes les auraient refoulés. Seules quelques personnalités du royaume étaient autorisées à se recueillir auprès de la dépouille. Ensuite, il y aurait une cérémonie funèbre qui serait encore suivie par des badauds, lors de laquelle Wazaba serait inhumé dans l'enceinte même de sa demeure. Puis suivrait la réception officielle de Cana par le roi. La réception officielle n'eut lieu qu'en milieu d'après-midi. En fait, la cérémonie funéraire ne faisait que relâche à ce moment-là, car une veillée mortuaire aurait lieu la nuit suivante. Toute la cour était présente pour voir enfin cet homme dont on avait tant entendu parler. Cana, fils du roi Bangu du royaume d'Abamé, un royaume lointain dont on n'avait que très peu souvent de nouvelles. Il y avait foule devant et dans la cour du palais. Les habitants formaient une véritable haie d'honneur. La réception d'un étranger était toujours un événement. Mais étant donné les circonstances exceptionnelles, cela l'était encore plus, car cet étranger-là apportait des présents plus que précieux pour le royaume. Il arrivait à point nommé, car les événements jusque-là n'allaient pas dans le bon sens. En signe d'accueil, on avait décoré l'entrée de la cour du palais avec des rameaux de palmiers et des fleurs séchées. Une décoration sobre, dictée aussi bien par le décès de Wazaba que par la sécheresse qui en avait raréfié les artifices naturels habituels. On avait également renoncé à déployer des parures de tissus flamboyants. Le roi était installé dans la cour, sous un abri qui avait été réalisé spécialement pour l'occasion, comme à chaque venue d'un visiteur important. Il était constitué d'une ossature de bambou et recouvert de branches de palmier et de cocotiers qui laissaient filtrer quelques rayons de soleil, dessinant ainsi une mosaïque de lumière, car, encore une fois, le soleil brillait. Mais il semblait à présent plus doux, avec un nuage ou deux qui le masquait de temps en temps. Quant à la cour du palais, elle était terne comme jamais. Les arbres étaient asséchés, vaincus par le manque d'eau. Les manguiers, d'ordinaire si gais et remplis d'oiseaux, les cocotiers qui déployaient leurs grands bras, les flamboyants et leurs superbes fleurs, tout était mort. À la gauche du roi se tenaient la reine et la princesse. À sa droite, il y avait un siège vide, réservé à l'invité. Les conseillers étaient repartis de part et d'autre du roi, en un fer à cheval dont les côtés prolongés par le reste de l'audience se déployaient jusqu'à l'extérieur. Quelques gardes étaient postés derrière le roi, tandis que d'autres se chargeaient de maintenir le passage assez grand pour l'hôte et son cortège. Brusquement, le murmure de la foule s'amplifia. Le cortège approchait. Il progressait lentement, comme s'il voulait prendre le temps d'être bien vu par tous. En fait, la lenteur était causée par les têtes de bétail qui fermaient la marche. Après quelques instants d'attente, le cortège fut enfin visible de l'entrée de la cour du palais, où il se scinda en deux, le bétail n'étant pas admis dans l'enceinte royale. Cana continua à avancer, suivi de quelques-uns de ses fidèles, dont beaucoup. Le silence se faisait à mesure qu'il s'approchait du roi.
Arrivé à une dizaine de mètres de ce dernier, Cana s'arrêta. Ses fidèles firent de même et s'inclinèrent. Tous s'inclinèrent, mais pas Cana, qui se remit à avancer. Les descendants de son royal ne s'inclinent pas devant leurs semblables. Le prince avait troqué sa cape en peau de panthère contre une superbe tunique de lin noir, sans manches, brodée d'or, serrée à la taille par une ceinture de cuir noir, tressée, et un pantalon noir bouffant de la même matière qui arrivait à mi-mollet. Ses sandales montantes, également en cuir noir tressé, disparaissaient sous le pantalon. 2 superbes bracelets lui serraient les biceps et 2 autres pendaient à ses poignets. Une chevalière ornait son majeur gauche. Elle représentait une tête de panthère. Sur sa poitrine brillait une impressionnante médaille en forme de tête de panthère, elle aussi, accrochée à 2 arceaux qui se rejoignaient derrière le cou. Tous ces bijoux étaient en or massif. Contrairement à la veille, le visage du visiteur était bien visible et ne portait rien sur la tête. Ses cheveux étaient très finement tressés vers l'arrière, dégageant très nettement son visage et attachés par un bandeau noir brodé d'or. Son visage, très régulier, était beau à voir. Il était si régulier qu'il semblait avoir été sculpté. Ses yeux, d'un noir profond, dégageaient un charme diabolique, et tout en lui était hautain et arrogant. Du haut de sa grande taille, il toisait l'assistance de son impressionnant regard. Ses yeux se posèrent sur le roi. « Je suis très honoré d'être l'hôte d'un souverain aussi estimé et renommé que ta majesté, ô Abidier. Veuille accepter les sincères remerciements et les très respectueuses salutations d'un être qui t'est infiniment reconnaissant, à toi et à ton royaume. » Il s'était exprimé d'une voix forte afin que chacun puisse entendre son salut. « C'est nous qui te remercions de ta visite, Cana, fils du roi Bangu. Mais sache que tout visiteur de bonne foi est le bienvenu à Louémo. Qu'est-ce qui t'amène donc dans nos régions, mon garçon ?» Le roi avait légèrement appuyé sur « bonne foi », mais cela n'avait pas semblé affecter son interlocuteur. Ce dernier avait pourtant bien saisi la mise en garde à peine voilée du souverain, mais n'en laissa rien paraître. Il avait compris que sa réputation était non seulement arrivée jusque dans son royaume, ce dont il se doutait, mais qu'on était prêt à toute éventualité. « Je sais que tu es averti de la disparition du roi Bangu, mon père. En effet, ce fut une nouvelle qui me chagrina beaucoup, car je connaissais et appréciait beaucoup ton père. Comme le veut la coutume, en tant qu'aîné, il me revenait de lui succéder sur le trône. » Il marqua une légère pause, baissa la tête, puis reprit en la relevant lentement. « Mais mes frères ne m'ont pas laissé ce privilège qui me revenait de droit. J'ai donc dû combattre contre eux et leurs partisans. Malheureusement, l'issue de ces affrontements me fut défavorable et je fus chassé de mon propre royaume comme un usurpateur, certains ayant prétendu que je ne suis pas le fils légitime de mon défunt père. Ainsi j'ai été renié et rejeté par tous. Les pires rumeurs courent sur ma personne et partout où je vais, partout, je suis traité avec méfiance et mépris, car ils s'en trouvent qui croient tous ces dires qui ne sont que calomnies. Et que penser quand certains vont jusqu'à déclarer que je ne serai même pas humain. » Il avait terminé cette dernière phrase dans un ricanement. Ma gorge a beau libérer ce rire, roi Bidier, il n'est qu'amertume. Et c'est un être meurtri et blessé qui vient te demander asile, avec l'espérance que tu feras preuve de la compréhension et de la générosité qui ont tant manqué à d'autres. Du coin de l'œil, le roi regarda vers ses conseillers. Après un tel récit, ou plutôt une telle plaidoirie, il n'y en avait plus aucun pour contester l'accueil de Cana dans le royaume. Il faut dire qu'un être ainsi accablé,
tel que s'était présenté le prince ne pouvait que susciter de la compassion. Et quiconque se serait hasardé à ne pas lui venir en aide aurait pris le risque de se voir accusé d'être sans cœur et même de sorcellerie. Et Cana le savait. Son histoire était vraie, mais il n'en avait reproduit que ce qui était à sa décharge. Il s'était bien gardé de dire que si tant de sujets du royaume d'Abamé avaient combattu aux côtés de ses frères contre lui, c'est parce qu'il était d'une nature mauvaise. Il était coléreux, arrogant et orgueilleux, à tel point que cela avait été évident aux yeux de tous qu'il ne ferait pas un souverain digne de ce nom. Quelle ne fut donc pas sa déception et sa colère lorsqu'il réalisa enfin qu'il ne monterait pas sur le trône. En tout cas, pas celui sur lequel il avait longtemps cru pouvoir régner. Ton récit fait peine à entendre, Cana. Viens donc prendre place à mes côtés, et sache que je t'accorderai asile tant que tu en auras la nécessité, dit le roi. Avant toute chose, roi Bidier, répondit Cana, je voudrais te dire que sachant que tu es un homme généreux et que tu m'accueillerais sans aucun doute, j'ai amené avec moi quelques présents qui te sont destinés à toi, ainsi qu'à ton peuple, car les temps sont durs et je ne saurais être une simple bouche de plus à nourrir. Il se mit de côté et leva un bras vers le bétail que l'on entendait meugler et bêler non loin de l'entrée de la cour du palais. Veuille donc accepter ces quelques têtes de bétail comme remerciement pour ton bon cœur. Un murmure parcourut l'audience et s'en alla au-delà de la cour du palais. La nouvelle courut très vite. Cana avait amené ce bétail et ses volailles avec lui pour les habitants de Louhémont. Quel grand cœur! Ce ne pouvait tout de même pas être possible. Toutes ces méchantes accusations que l'on avait entendues à son sujet. Comment est-ce qu'un homme capable d'une telle générosité aurait-il pu commettre des actes aussi vils que ceux qui lui étaient attribués? Assurément, ce ne pouvait être que des langues mal intentionnées qui avaient inventé de telles calomnies. Et l'on se mit à nouveau à spéculer. Comment se faisait-il qu'il avait du bétail avec lui en une telle période de sécheresse? Mais c'était simple. Puisqu'il avait le pouvoir de faire appel à la pluie partout où il va, il peut faire pleuvoir, et ainsi procurer à ses bêtes le nécessaire pour subsister. Le roi se leva, et, désignant le siège libre à ses côtés, il lui dit « Cana, fils du roi Bangou, tu es le bienvenu, tu es ici, chez toi. » Bidier était un roi généreux, trop généreux. Cette dernière phrase qu'il venait de prononcer voulait dire que son hôte avait maintenant le droit d'aller et venir comme il l'entendait. Il pouvait aussi s'établir à Louhémont s'il le souhaitait. C'était la moindre des choses que le roi pouvait faire, car Cana, avec toutes ses provisions, était d'un très grand secours pour le royaume. Le prince s'avança de sa démarche féline et prit place aux côtés du roi. Ce dernier fit un signe à un homme qui se trouvait à quelques mètres de la cour. C'était le maître de cérémonie. Il y avait toujours une cérémonie à Louhémont lorsqu'arrivait un visiteur de marque. Et Cana en était un. Brusquement, l'espace qu'avaient libéré les spectateurs fut occupé par 4 rangées de musiciens en folie. Tam-tam, cornes, kora, tous ces instruments produisaient leur son envoûtant et entraînant, sollicités qu'ils étaient par des mains et des bouches expertes. Le tout contrôlé et dirigé avec brio par le maître de cérémonie. Il rythmait la cadence de coups de sifflet très variés mais réguliers. La tenue des animateurs était celle affichée traditionnellement pour ce genre de manifestation. Les musiciens étaient torse nus et pieds nus, et portaient par-dessus un pantalon court coloré, une jupe de cuir à franges serrée à la taille par une lanière de lin. Des bracelets en cuir tressés enserraient leurs biceps, et ils avaient un bandeau, chacun de couleurs différentes, autour de la tête. Ils étaient tous athlétiques, bien qu'amaigris par la période de rationnement, et étaient agréables à voir démontrer leur savoir-faire. Progressivement, le groupe s'était divisé en 2 parties égales, avec autant d'instruments de chaque côté de l'espace qu'il venait de libérer. Seul, le maître de cérémonie se trouvait encore au centre. Il donna un long coup de sifflet, et la musique se tut. Une chorale s'approcha alors, au rythme de la musique qui avait repris, mais plus douce.
Elle était composée de personnes d'âge variés, hommes comme femmes. C'était une véritable mosaïque de couleurs formée par les pagnes, les boubous et autres pantalons bouffants ensoleillés. Leur chant était bien entendu en l'honneur de leur hôte et vantait sa générosité et sa grandeur d'âme. La chanson terminée, la chorale se retira, alors que les musiciens, sous la houlette de leur chef, reprenaient à nouveau un rythme rapide. Puis à la suite de 2 brefs coups de sifflet et d'un geste du bras du maître cérémonie, la musique s'arrêta une nouvelle fois. Quelques secondes plus tard, 4 nouveaux coups de sifflet libérèrent à nouveau les musiciens qui s'en donnèrent à cœur joie, tandis que s'avançait un groupe de danseurs et de danseuses. De jeunes femmes et de jeunes hommes qui s'approchaient en sautillant d'un pied sur l'autre et tournaillaient sur eux-mêmes tous les 3 pas. La foule était déjà dans le rythme et battait la mesure avec les mains et les pieds. Les danseurs s'avancèrent jusqu'à se trouver à hauteur des musiciens. 6 jeunes filles, les seins à l'air en signe de défi, simplement recouverts de poudre d'or sur les tétons, vêtues en tout pour tout d'un petit pagne coloré qui arrivait tout juste à mi-cuisse. Il était attaché sur le côté par un nœud, laissant une ouverture par laquelle on voyait nettement le haut de la jambe. Autour du cou, elles avaient plusieurs rangées de colliers d'ivoire représentant des petits cœurs. Leurs boucles d'oreilles représentaient la même forme. La seule chose qui marque une différence physique entre ces jeunes femmes était leur coiffure. De superbes coiffures rivalisant d'art et d'imagination, décorant de beaux visages dont les chaleureux sourires s'ouvraient sur de belles dents blanches. Elles donnaient la réplique à des jeunes hommes au torse nu portant un pantalon bouffant qui descendait à mi-mollet. Un bandeau de cuir enserrait leur tête avec un pendentif d'ivoire qui représentait pour chacun un animal différent sur le front. La musique était à son paroxysme. Le maître de cérémonie semblait déchaîné. Il avait fait accélérer le rythme et, paradoxalement, les danseurs avaient inversement ralenti leur mouvement pour reprendre leur vitesse normale lorsque le rythme le redevenait. Ils dansèrent pendant quelques instants sur des mouvements et des déplacements parfaitement chorégraphiés. Le prince étranger observait tout cela avec intérêt et semblait apprécier en connaisseur. C'était vrai qu'il était coléreux et bagarreur, mais il appréciait également la danse. Il avait pratiqué plus que souvent pendant les années où il était encore un héritier insouciant, sous la protection de son roi de père. Il aimait exhiber ses talents de danseur, n'hésitant jamais à se joindre à un groupe, même lorsqu'il n'était pas le bienvenu. Il ne l'était d'ailleurs que très peu souvent, bien qu'il soit irréfutable qu'il fût un excellent danseur, les arbitres n'osant que très rarement le déclarer éliminé ou vaincu lors des face-à-face auxquels il participait. Les instruments s'étaient tus pendant quelques instants, puis les tam-tams avaient entamé un solo tonitruant. C'était le moment du défi. Les gardes, débordés, avaient cédé. La foule envahissait la cour du palais. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Dans ces moments-là, la tâche des gardes se réduisait à former une ceinture de protection autour de la famille royale. Mais cette précaution était plutôt symbolique, car le public était plutôt attiré par les danseurs. Et aujourd'hui, les meilleurs danseurs du royaume étaient en démonstration. Ils étaient scindés en 2, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et se faisaient face. Couple par couple, ils allaient entreprendre de se défier avec pour arbitre le maître de cérémonie qui se tenait face au roi de l'autre côté des danseurs. Le défi, c'était les danseuses contre les danseurs. Face à face, ils devaient mimer l'acte d'amour au son des tam-tams en se rapprochant et arriver à proximité l'un de l'autre. Ils devaient descendre le plus bas possible, les jambes écartées et sans appui. Il fallait respecter le rythme qui variait inlassablement. Les meilleurs concurrents arrivaient plus ou moins anticipés, car au bout d'un certain temps, les variations devenaient régulières. Il fallait simplement les mémoriser. Mais c'était lorsque les concurrents pensaient être parvenus que la fatigue venait semer le trouble. Le maître désigna un couple au hasard. Les 2 jeunes gens se mirent à avancer l'un vers l'autre en se regardant droit dans les yeux, dans le but d'essayer de se déconcentrer l'un l'autre et de se pousser mutuellement à la faute. Le rythme était effréné. Face à face, ils mimaient l'acte d'amour sans équivoque. Ils étaient maintenant l'un contre l'autre, les jambes entrecroisées et avaient entamé leur lente descente vers le sol. Soudain, l'arbitre donna 2 coups de sifflet en désignant le danseur du doigt. Il avait très légèrement bougé un pied pour se rééquilibrer et était donc éliminé.
L'affrontement continua pendant de longs moments qui virent chacune des deux parties se faire éliminer un candidat tour à tour, si bien qu'à la fin, il y avait égalité. Pour qu'il y ait un vainqueur, il fallait qu'un membre d'une équipe élimine successivement deux membres de l'équipe adverse. Et il était de coutume qu'il y ait un vainqueur. Pour y parvenir, le maître de cérémonie avait plein pouvoir pour désigner un candidat au hasard dans l'audience, car les mêmes concurrents ne pouvaient se présenter une seconde fois. Ce qui faisait que la victoire se jouait parfois sur un coup du sort, les adversaires n'ayant plus toujours le même talent. Mais c'était un tel privilège d'être désigné pour participer à ces joutes que rares étaient ceux qui s'y refusaient. Le maître entreprit, en sautillant au rythme de la musique, de choisir les concurrents qui décideraient du sort de l'affrontement. Il désigna la princesse, ce qui déchaîna des hurlements de délire dans la foule, plus particulièrement parmi la gente féminine, car elle était une excellente danseuse. Pour preuve, elle venait déjà d'éliminer son adversaire et il lui en fallait un second afin de tenter une victoire définitive. Tous les yeux étaient sur le directeur de jeu, qui parcourait l'audience de son regard, lorsque Cana se leva. « J'aimerais participer à cette dernière phase, roi Bidier. » Le roi hésita quelques secondes, surpris. Puis il sourit et se leva pour attirer l'attention du maître de cérémonie. Ce dernier fit cesser la musique. « Mon cher ami, nous avons ici un hôte de marque qui sollicite la faveur de donner la réplique à la princesse. À toi de décider si tu la lui accordes ou non. » Cette demande pouvait difficilement être refusée. Mais pour la forme, le maître de cérémonie se tourna d'un air interrogateur vers le public qui donna son consentement dans un joyeux vacarme. Il fit donc signe à Cana qu'il était le bienvenu sur la piste. Celui-ci s'avança, tandis que les tam-tams recommençaient leur roulement. La princesse avait un adversaire digne de son statut. La foule était en liesse, car elle devait aussi, en quelque sorte, défendre les couleurs du royaume. Après tout, c'est un étranger qui était face à elle, même si celui-ci concourait pour les hommes. Mais cette situation était plutôt rare, et elle provoqua un remue-ménage dans le public, car chacun voulait le meilleur emplacement pour voir. Les arbres squelettiques autour de la cour étaient envahis par des enfants et des adolescents qui avaient ainsi des perchoirs privilégiés. Le couple était déjà face à face et en action. Cana avait retiré ses sandales et sa tunique, laissant apparaître un physique d'athlète accompli. Il s'était attaché un pagne autour des hanches afin d'accentuer les mouvements de son bassin. La princesse, quant à elle, avait un mini-pagne rouge et or, brodé de fil noir, avec un haut qui recouvrait tout juste ses seins. Sous les mouvements de la tête, sa chevelure nattée fouettait l'air derrière elle. Lorsqu'ils arrivèrent presque l'un contre l'autre, les tam-tams étaient au maximum de leur solo ensorcelant. Elikia descendait très lentement, en exécutant de rapides tours de hanche, révélant une souplesse incroyable. En même temps, elle faisait onduler ses bras autour de la tête, dans un sens, puis dans l'autre. Elle captivait tous les regards, même celui du prince, qui n'était pourtant pas en reste. Il dansait aussi de façon magistrale, son regard était plongé dans celui de la princesse, et elle semblait le contrôler. Ils étaient maintenant à mi-hauteur, puis leurs quadriceps étaient soumis à rude épreuve. Le rythme avait à nouveau accéléré, puis diminué brutalement, mais aucun des deux protagonistes ne s'était laissé prendre. Plus bas, encore plus bas. Chacun avait très bien pu ses appuis au départ et était donc en parfait équilibre. Toujours plus bas, beaucoup plus bas. Elikia s'était considérablement rapproché du sol, mais Cana ne suivait plus le rythme. Il était comme tétanisé et l'arbitre le désignait du doigt. La foule était euphorique, surtout les femmes, car elles remportaient le défi, mais aussi les hommes, car la princesse n'avait pas failli. Le prince étranger avait rejoint son siège avec l'aide de son fidèle Opoku en boitillant légèrement. « Une crampe, mon garçon, probablement due à la fatigue de ton long voyage. »« Je le pense aussi, roi Bidier, » répondit le prince. « Tu as fait preuve d'un grand talent, mais il faut être au maximum de ses possibilités pour espérer vaincre ma fille, » continua le souverain avec un malicieux sourire. « En effet, tu viens de la prendre à mes dépens, » dit Cana en se relevant. Il se dirigea vers la jeune femme. « Félicitations, princesse.
Tu es une redoutable adversaire et une remarquable danseuse. Perdre face à toi est un honneur. Tu n'étais visiblement pas en pleine possession de tes moyens, mais peut-être auras-tu l'occasion d'une revanche. Ce serait avec grand plaisir, répondit le prince avec un léger sourire. Puis il reprit sa place, après avoir accompagné la jeune femme, et non sans avoir noté au passage le regard froid que lui adressait Gao. La suite de la manifestation se poursuivit encore avec notamment un petit tournoi de lutte entre les spécialistes du royaume.